Bonjour et bienvenue pour ce deuxième module de notre retraite en ligne. Module de formation aujourd'hui autour de la technologie, des machines, de la pyrolyse, afin de savoir de quoi on parle vraiment. Je vais vous proposer qu'on rentre du coup directement dans le vif du sujet. Donc parlons de traitement des déchets. Tout d'abord, quelles sont un peu les grandes familles? On va avoir l'incinération. Donc l'incinération, c'est qu'on va brûler le plastique pour récupérer de l'électricité ou de la chaleur, puis de l'énergie. On parle de valorisation énergétique, c'est-à-dire que au moins, c'est pas en train de polluer la nature, au moins on en récupère quelque chose, mais on va en fait en récupérer quelque chose qu'une seule fois. Parce que ça va brûler, ça va polluer et on aura récupéré l'énergie une fois. On a le recyclage mécanique, dont vous avez sûrement entendu parler. On va pas s'y arrêter pendant très longtemps aujourd'hui, mais le recyclage mécanique, le but, ça va être de former des copeaux de plastique ou des petites billes pour ensuite réutiliser et refaire du plastique avec. Par contre, il faut savoir qu'en fait, lorsqu'on récupère ces copeaux, on ne peut pas directement les réutiliser. Il faut réinjecter de la matière neuve, du plastique neuf, pour ensuite pouvoir le réutiliser. Aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé pour les bouteilles en plastique, par exemple. Et c'est déjà bien développé. En tout cas, c'est plus développé que ce qu'on va appeler le recyclage avancé ou le recyclage qu'on dit chimique. Et ça va être le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le but? C'est de décomposer ou de redécomposer le plastique dans la matière d'origine ou au moins quelque chose de suffisamment proche du pétrole ou des composants chimiques d'origine. Si on peut, jusqu'au monomère. Il y a plusieurs technologies qui existent dedans. Donc, il y a la pyrolyse sur laquelle on va se concentrer, bien sûr, aujourd'hui, vu que c'est ce qui est utilisé par notre partenaire Corsair. Mais il y a plein d'autres technologies, comme la catalyse, la solvolyse, les enzymes. Vous avez dû entendu parler aussi des bactéries qui redécomposent le plastique. Tout ça, ça va être du recyclage qui est dit avancé. Juste pour se donner une petite idée, on a regardé ce qui se faisait en France, par exemple, en tout cas ce qui est déclaré officiellement par les organismes du gouvernement, c'est qu'en France, on va brûler 25% des plastiques, on va en recycler 15%, probablement en grande partie recyclage mécanique, et puis 60% dans les décharges. Évidemment, on voit que ces chiffres, ils ne prennent pas en compte ce qui finit dans la nature. Mais au moins, on a déjà une bonne idée. On l'avait vu aussi dans le premier module, que l'incinération était déjà en fait bien utilisée dans le monde. Donc c'est représentatif aussi sur la France. Donc voilà les grandes familles. Soit on brûle, soit on essaie de recycler. Et ce qu'on peut faire de mieux, apparemment, ça va être de redécomposer la matière en des monomères. Comme ça, on n'a pas besoin de réinjecter du plastique. On peut directement réutiliser. On va pouvoir justement avancer maintenant ensemble sur le marché. Alors, McKinsey, vous connaissez, c'est une entreprise de conseil en stratégie, d'analyse des marchés. En 2023, je crois que c'était en mars ou en avril, McKinsey, ils ont sorti une étude sur justement le recyclage avancé. Donc, encore une fois, on est vraiment dans le vif du sujet. Et ce qu'ils disent, c'est que en 2030, il y aura 40 milliards de dollars d'investis pour le recyclage avancé. Et en 2040, 90 milliards. Donc, déjà, McKinsey se mousse sa chemise en disant que le recyclage avancé, ça va être une technologie ou un secteur qui est en grande expansion dans les prochaines années. Donc 2030, 40 milliards de dollars. 2040, 90 milliards de dollars. Et on en avait parlé ensemble aussi de l'étude de Google de 2022 qui s'appelle Closing the Plastic Circularity Gap. Je peux vous donner accès si vous voulez, mais en tout cas, j'ai trouvé cet extrait que Juicy, le PDG, avait présenté lui aussi dans un call avec tout le réseau mondial. Ce qu'on voit dans le petit carré bleu, qui est en 2019, c'est la taille du marché actuel. Et puis ensuite, on a la comparaison avec 2030 et 2040. Vous avez à gauche le recyclage mécanique, qui, on voit, va multiplier par 4 et par 6 en taille de marché, donc c'est déjà énorme. C'est un marché donc qui grandit. Et quand on compare avec le recyclage chimique,
on voit qu'en 2030, ça va se multiplier par 3, mais qu'en 2040, en fait, ça devrait se multiplier par 135. Donc, il me semble que Google, qui a sorti cette étude qui est très longue d'ailleurs, très détaillée, eux, ils annoncent qu'en 2040, le marché, il aura grandi 135 fois. Donc, encore une fois, on a une deuxième source réputée du marché qui nous dit le recyclage chimique, c'est au tout début d'une grande explosion. Et donc, ça, c'est super parce que c'est ce sur quoi Corsair s'est positionné. Et donc, nous aussi, avec Amplivo, pour les aider à se développer. Donc, le recyclage par pyrolyse, vous aviez vu avant de venir à ce module une vidéo qui expliquait comment ça marchait. Donc, je vous ai extrait cette image de la vidéo. La vidéo, c'est de Monsieur et Madame Recyclage. Et il me semble que ça s'appelle Transformer les déchets en pétrole, innovation ou arnaque. Et ce qu'on a appris du coup dans cette vidéo, c'est que la pyrolyse, finalement, c'est qu'on chauffe à feu doux le plastique qui est donc capable d'être redécomposé. Donc les plastiques en fait les plus fins, même si on peut aussi mettre certains types de plastique un peu plus durs. Et on va retirer l'oxygène de cette chambre, de ce réacteur. Et on va chauffer et on va en sortir du gaz qui va s'échapper en fait de la matière plastique et puis de l'huile qu'on va appeler huile de pyrolyse ou huile de recyclage. En gros. Donc maintenant, on va pouvoir parler un petit peu plus en détail de cette technologie. Donc les spécificités, et ça, on va dire, c'est peut-être la slide la plus importante. S'il y a une page à retenir quand on parle de la pyrolyse, ça va être celle-ci. C'est une solution qui est efficace et qui est écologique. Voyons pourquoi. Tout d'abord, en termes de rendement, si on regarde le taux de conversion des déchets qu'on met en entrée et puis la masse qu'on a en sortie, en huile de pyrolyse, on arrive dans le marché, on arrive à faire au mieux 70-75%. Et grâce à l'expertise de Corsair et la façon dont eux opèrent les machines et les ont ajustées, on peut monter jusqu'à 90%. Donc c'est un très fort rendement par rapport au recyclage mécanique qui, j'ai vu dans certaines études, était plutôt autour de 50%. Maintenant, on peut aussi parler de quelque chose d'important, ça va être le rendement en termes de qualité. J'ai écrit ici la phrase de façon plus réduite, nouveau plastique créé à 100% de qualité. En fait, ce qu'on veut vraiment dire, c'est que le produit en sortie, donc l'huile de pyrolyse, on peut refaire du plastique neuf avec, comme si c'était avec du pétrole brut. C'est-à-dire qu'on n'a pas un plastique de moins bonne qualité parce qu'il vient d'une matière recyclée. On a une qualité identique. Et ça, je pense pour moi, c'est la chose la plus importante autour du recyclage par pyrolyse. C'est qu'en fait, on va pouvoir refaire du plastique avec une aussi bonne qualité que si on avait pris du pétrole. Donc ça nous donne vraiment une alternative viable pour pouvoir circulariser l'économie du plastique. Et ça, c'est le grand sujet dans lequel on se place, comme on l'a annoncé au tout début de cette retraite. Donc le rendement, 75 à 90% avec l'expertise de Corsair et leur machine. Et puis, ce qui est essentiel, c'est qu'on va refaire du plastique aussi bon que s'il était issu du pétrole. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser pour l'industrie alimentaire, agroalimentaire, et aussi pour l'industrie médicale. Ça, c'est génial. Maintenant, si on parle de la consommation énergétique de cette technologie, parce que c'est bien d'avoir des bons rendements, mais et si ça coûte très cher en énergie ou en technologie, c'est moins viable. En fait, la consommation, on peut dire qu'elle est presque nulle comparée à toutes les autres technologies de recyclage, parce que tout d'abord, le gaz qui s'échappe, il va être lavé et puis ensuite on va le brûler pour faire chauffer la machine. Donc il y a une très faible quantité d'électricité à utiliser au début pour lancer la machine. Et ensuite elle tourne tout seul, elle s'auto-alimente. Donc ça déjà c'est génial de manière écologique. Et puis on va utiliser de l'eau bien sûr pour laver les gaz et les déchets. On va en reparler juste après. Donc si on veut retenir principalement les plus grandes spécificités de la pyrolyse, c'est que la qualité est géniale en sortie. On arrive à transformer beaucoup des déchets en matière recyclée. Et puis, ça consomme très peu d'énergie. Donc déjà, c'est pas mal. Maintenant, si on regarde quels sont les produits de cette machine, de ce processus. Tout d'abord, on a l'huile de pyrolyse, qui est ce qu'on recherche, bien évidemment. Deuxièmement, on a les gaz. Et comme on l'a dit, ils sont lavés et rebrûlés directement.
Donc finalement, ils sont réutilisés dans le processus. Et puis on a de la matière noire, du résidu sec, du charbon en fait, qui provient des peintures qui étaient par exemple sur les déchets plastiques. Et ça va être réutilisé par exemple pour pigmenter les pneus dans l'industrie des pneus. Donc, ce que j'avais en fait moi trouvé génial depuis le début là-dedans, c'est qu'il y a une valorisation possible de tous les sous-produits. Et Lumina me disait qu'on pourrait même réutiliser aussi la chaleur qui est dégagée par le processus. Donc voilà une photo de l'huile de pyrolyse de haute qualité. Elle est en fait transparente. Et si vous regardez sur Internet, il y a aussi des huiles qui sont très foncées, très noires, comme du vin. Et en fait, c'est qu'elles sont de moins bonne qualité. Donc c'est assez difficile finalement. Il faut vraiment avoir une expertise pour sortir un produit de haute qualité. Et on veut de la haute qualité pour pouvoir refaire du plastique et aussi pour pouvoir vendre à nos clients de l'industrie pétrochimique. Donc de l'huile, du gaz et puis du résidu charbon. Maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails forcément sur chaque étape du processus, mais Lumina, tu voulais, s'il te plaît, nous commenter un petit peu les parties principales du processus pour qu'on s'y retrouve. Est-ce que tu es là? Ouais, celui-là, sans Oui. problème. Donc là, sur ce slide, on voit vraiment tout le process de fabrication. Donc on part du déchet plastique qu'on va trier. Ensuite, on va le nettoyer. Il peut y avoir un pré-traitement qui peut être, par exemple, de le couper ou de le battre, d'accord, qui peut permettre aussi de faire sortir des fois les déchets organiques qui pourraient rester. Et ensuite, ça va rentrer dans l'autofeeder, qui est la première partie de la machine à pyrolyse. Donc là, aujourd'hui, chez Corsair, ça arrive sous forme de batch. D'accord? Mais on pourrait aussi tout simplement rentrer tous les déchets en copeaux et ensuite ça pousse. Il y a un vérin hydraulique qui va pousser tout ça dans la machine à pyrolyse. Et là, on voit que la machine à pyrolyse, on va l'activer et on a du flou gaz qui va sortir. Donc, c'est les gaz dont parlait Thomas juste avant, qui vont être nettoyés, de-dusting, ok, lavés. Il y a un contrôle des émissions qui sont faites. Et ensuite, ça va pouvoir revenir pour alimenter la pyrolyse. Donc, on voit bien qu'on a du carbone black qui va sortir d'un côté, ok, et ensuite on a la gazéification, c'est-à-dire tout ce qui va être plutôt ensuite partir en condensation, donc les fumées, avec lesquelles on va pouvoir avoir du coup notre huile de pyrolyse. Donc, on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment tout un système. Donc, il y a certains gaz qu'on peut release, qu'on peut relâcher, et il y a tout ce qui nous reste qui est à nouveau nettoyé et réinjecté dans la pyrolyse. Donc, on tourne en circuit fermé. Et on peut éventuellement consommer un petit peu de notre propre carburant aussi pour faire tourner la machine. Voilà. Le moteur, il est juste pour une partie de la machine, même pas pour chauffer. L'électricité, elle n'est pas pour chauffer. Donc, on commence avec notre huile de pyrolyse précédente et ensuite, on continue juste avec ça. Donc, ce que tu nous as mis, vas-y Thomas, c'était très bien. Merci. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut qu'on réalise, sont tous les aspects de nettoyage. En fait, la machine de pyrolyse, on la voit derrière, c'est vraiment juste ce qu'il y a derrière condensation, les deux cases de condensation. Tout le reste, ça fait à peu près 2 à 3 fois plus de taille que la machine de pyrolyse même. C'est pour nettoyer toute émission qu'il pourrait y avoir. Donc, on a plus de technologie au service du contrôle des émissions qu'à la fabrication même, du plastique. Ça, tu me disais que c'est pas le cas si on fait de la pyrolyse à la maison avec ce qu'on trouve sur Internet, des containers et des... Exactement, on voit pas mal de petites infos comme ça sur Internet où les gens font de la pyrolyse de différentes manières. Le problème, c'est qu'on a des gaz qui sont émis, qu'on ne voit pas, mais qui portent du chlore ou des choses comme ça qui sont polluants réellement, quoi. Voilà. Merci. On va voir une photo tout à l'heure. Je voulais d'abord faire le contenu, puis ensuite on verra des images. En fait, c'est incroyable de répondre à la question, est-ce que c'est vraiment green comme technologie? En fait, il y a plus de machinerie autour du réacteur pour nettoyer et s'assurer que on ne pollue pas l'environnement avec la machine que pour extraire le produit lui-même. Donc, c'était pour répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'aviez envoyées en off par rapport à la pollution de la technologie elle-même. Alors avançons, vous en avez entendu parler, il y a quelque chose qui s'appelle la certification ISCC+, que Corsair peut arborer fièrement. Alors qu'est-ce que c'est exactement, sans qu'on rentre
dans les détails de l'Institut, qui est l'Institut d'ailleurs des standards autour de l'industrie du carbone. Déjà, c'est un contrôle qui est renouvelé tous les ans et qui n'est pas évident à obtenir. Il y a assez peu en fait d'entreprises sur le marché qui l'ont obtenu. Et en Thaïlande, il n'y a que Corsair et une autre entreprise. C'est renouvelé tous les ans, mais très bien. Quand on parle de certification, il faut juste qu'on se demande à quoi elle sert vraiment. Pourquoi en fait c'est intéressant d'avoir cette certification? Premièrement, ça garantit que notre technologie elle ne pollue pas l'environnement. Comme on l'a vu juste avant, pour certaines technologies, si on met tous les appareils pour nettoyer les produits du processus, alors on peut s'assurer qu'on ne pollue pas plus. Donc, cette certification, elle va proposer de vérifier cet élément-là. Donc, un organisme du coup qui va être certifié et le produit, l'huile qui va être certifiée ISCC+, déjà, c'est une garantie avec les standards internationaux que le recyclage lui-même ne pollue pas davantage l'environnement. Deuxièmement, il y a une garantie de traçabilité, c'est-à-dire qu'on va bien s'assurer qu'on trace chaque batch de plastique, les produits en sortie au niveau de l'huile, au niveau des gaz, au niveau des charbons. Et puis, troisièmement, et qui est quand même davantage important, c'est qu'en fait, sur le marché aujourd'hui, donc je vous rappelle que Corsair vont vendre leur huile aux clients pétrochimiques pour qu'ils refassent du plastique, donc pour la circularité de l'économie, c'est en fait une obligation pour les clients qu'ils achètent de l'huile qui est certifiée, de façon à garantir déjà le niveau de la pollution, mais aussi la qualité du produit lui-même. Parce que les clients qui vont refaire du plastique, ils ne veulent pas acheter une huile qui est sale. Parce que quand ils vont le mettre dans leur machine, ça va abîmer peut-être leur technologie et surtout, ça ne va pas donner une super qualité. Donc les trois points vraiment principaux de pourquoi c'est intéressant, même de le mentionner, de comprendre à quoi elle sert, cette certification, ce n'est pas juste un papier administratif, c'est que ça nous permet de vendre aux clients les plus prestigieux qui vont refaire du plastique. Et en plus, ça garantit au monde entier que cette technologie, elle est verte, elle est green, elle ne pollue pas. Tu veux rajouter quelque chose, Lumina? C'est suffisant, hein? Ouais, c'est cool. Ok. Donc voilà pour parler un petit peu de cette fameuse certification dont Corsair nous parle régulièrement. Donc l'huile de Corsair, en fait, elle est de très haute qualité. Et puis, comme tout processus industriel, il y a des produits de moyenne qualité qui sont moins chers et de plus haute qualité qui sont plus chers. En fait, l'huile de Corsair, elle se positionne comme étant une des meilleures qualités qu'il y a sur le marché. Pas besoin de rentrer dans les détails, mais il faut savoir que les spécificités de l'huile de Corsair, elles sont publiques. On a le droit, en fait, de les donner à d'autres acteurs du recyclage pour qu'ils puissent regarder. Évidemment, il faut être expert pour comprendre tous ces modules. Mais au niveau de l'explication, ce qu'il faut comprendre, c'est que Corsair a travaillé avec des budgets réduits dès le début, donc ils ont dû faire avec ce qu'il y avait sur le marché, d'après la vision du PDG. Donc ils ont travaillé avec des machines qui étaient plutôt de bas de gamme, abordables, qu'ils ont ensuite travaillé avec tous les experts industriels et universitaires de Thaïlande pour s'assurer de sortir le produit de plus haute qualité en sortie. Alors que, et ça c'est Juicy qui me l'a expliqué, les clients pétrochimiques, donc les grosses boîtes, Shell, Total, etc., évidemment, ils sont au courant hein, de ce qui se passe sur le marché. Donc, eux aussi ont investi énormément pour développer leur propre machine de pyrolyse. Et ce qui les intéressait, c'est de faire du gros volume et donc de créer des nouvelles machines euh, from scratch, avec leurs scientifiques et leur gros budget. Par exemple, Shell, je crois qu'ils ont investi plus de 60 millions d'euros pour pouvoir développer des grosses machines qui peuvent vraiment générer beaucoup d'huile de pyrolyse. Et en fait, aujourd'hui, ils n'arrivent pas vraiment à les faire marcher. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces gros acteurs, ils vont aller acheter l'huile qui est disponible sur le marché, comme celle de Corsair. Donc l'idée, c'est un petit peu, c'est pas David contre Goliath, mais les entrepreneurs qui font avec ce qu'ils ont, et ben aujourd'hui, ils ont réussi à faire une huile de très haute qualité, en modifiant les paramètres physiques et leur expertise des machines de bas de gamme. Donc la stratégie un peu de Corsair, ça va être de continuer à capitaliser sur cette connaissance, sur cet asset qu'ils ont, c'est-à-dire de pouvoir utiliser des machines pas trop chères et d'en utiliser beaucoup et de produire un produit de très haute qualité qui va du coup être vendu à un bon prix. Et c'est pour ça qu'il y a une demande aussi élevée sur le marché aujourd'hui pour l'huile de Corsair et qu'en fait tous les clients de pétrochimie viennent contacter Corsair pour leur demander s'ils ont de l'huile à vendre.
C'est pas le sujet de focus de cette formation, mais vous allez bien sûr en entendre parler. Tu veux rajouter quelque chose, Lumina? Ok, je te voyais juste apparaître sur la caméra, je me demandais. Donc l'huile de Corsair, elle est d'extrêmement haute qualité parce qu'ils ont réussi à optimiser le processus avec des machines plutôt bas de gamme, avec tous les experts de Thaïlande. Maintenant, il y avait un point quand même assez intéressant que j'ai découvert récemment. Il y a une étude qui a été faite par Ethos, Environnement, Technologie, Société et BASF, sur la comparaison des émissions de CO2 pour le processus de la pyrolyse versus l'incinération. Comme on l'a vu, l'incinération, c'est l'autre plus grande technologie qui est utilisée pour traiter des déchets en plastique. Et en fait, ce que l'étude ressort, c'est que la pyrolyse, ça émet 50% moins de CO2 que de brûler le plastique pour récupérer de l'énergie, malgré aussi le processus de nettoyage des gaz et l'optimisation. Donc cette technologie qui est quand même très répandue en Europe, l'incinération, cette technologie de pyrolyse va émettre 2 fois moins de CO2. Donc ça, c'est intéressant déjà pour l'environnement, mais surtout c'est intéressant parce qu'au niveau de l'Union européenne, quand on est une entreprise qui a une technologie un peu plus green que les autres, on peut débloquer des financements et de l'intérêt. Et donc ça, on entendra parler à nouveau dans les mois à venir, lorsqu'il y aura des accords qui vont être passés avec l'Union européenne. Mais au moins déjà, c'est génial de se dire que cette technologie, en plus d'être très efficace et écologique, en fait, elle émet encore moins de CO2 que l'incinération. Donc voilà pour cette étude, elle se trouve sur Internet, elle s'appelle Life Cycle Assessment Chem Cycling. Très bien. Alors, un petit peu plus sympa. Voyons un petit peu ce que ça donne en images. Donc les machines à pyrolyse de Corsair. Vous les avez vues dans les vidéos de l'entreprise, dans des présentations. Il y a ces machines qui sont bleues, que moi j'ai vues moi-même quand je suis allé visiter à Bangkok le centre de recyclage avec Juicy. Et là, on voit le vérin hydraulique dont parlait Lumina tout à l'heure pour pousser des ballottes de plastique préparées à l'intérieur du conteneur. Et puis là, vous voyez, on voit pas très bien, je pense, sur l'écran, mais il y a un tuyau rouge en fait. Ce tuyau rouge, il ramène les gaz en dessous. Et puis voilà, ça fait comme un four en fait. Il y a une flamme qui chauffe le réacteur. Et puis ces machines grises, qui sont aussi possédées par Corsair, vous avez dû le voir dans une des dernières communications de l'entreprise, ils sont en train de les installer sur des nouvelles fondations. Et donc ça, c'est dans le même centre que j'ai visité aussi, moi, dans le nord de Bangkok. Et donc elles vont être mises en circulation, elles vont être mises en marche lorsqu'il y a tout qui sera prêt. Donc à terme, il y aura déjà, il me semble, 4 machines qui vont tourner sur le centre de Bangkok. Et puis il y a des technologies un peu différentes. C'est pas les mêmes personnes qui les ont fabriquées. Il y en a, il faut les vider, les nettoyer, puis les re-remplir. Et il y en a, elles peuvent marcher en continu avec des rendements un peu différents. Donc ça, c'est l'actuel, hein. C'est les photos de maintenant. Et c'est les bleues, elles sont installées et elles fonctionnent. Et les grises, elles sont en train d'être paramétrées pour être lancées. Maintenant, pour le centre de recyclage. Donc celui-là, il me semble qu'il s'appelle Bangkok 1. C'est celui que j'ai visité moi-même. Vous avez vu les vidéos que j'avais partagées dans le groupe quand je passais en voiture à côté de cette grande bannière. Et donc il y a les machines grises ici et les machines bleues là-bas, si je me rappelle bien. C'est au centre en fait d'une décharge. Ici, il y a comme un lac, mais en fait maintenant c'est une pile de déchets. Et puis là-bas, tout ce qu'on voit, c'est un Sahara de déchets en plastique. Et puis ça s'étend partout autour. Dans le futur, on le voit sur leur site, ils ont un projet en fait de modifier leur infrastructure de façon à ce que ça soit plus efficace et qu'ils puissent installer toutes les machines qu'on voit ici. Donc, si on regarde d'autres images, en fait, le projet, ce sera d'aligner toutes ces machines de recyclage et d'optimiser du coup le circuit d'approvisionnement et de maintenance. Donc aujourd'hui, ça, c'est des images faites par ordinateur en 3D, mais très bientôt, on les verra en fait par vidéo. Et puis si vous avez la chance d'aller en Thaïlande, vous pouvez peut-être aussi visiter. Donc voilà pour le centre de recyclage en Thaïlande. Corsair a aussi un autre centre en Thaïlande où il n'y a pas les machines pour recycler. C'est un centre où ils trient les déchets pour préparer en fait les ballottes de plastique qu'on va rentrer dans les machines. Ce centre-là, il s'appelle Sakeo. Il y a aussi des vidéos dessus.
Et puis, vous avez entendu parler, bien sûr, du centre en Finlande. D'ailleurs, au sein de notre groupe, on a levé beaucoup de financement pour mettre en place ce centre, et c'est génial. Donc, le centre en Finlande, il est dans le centre industriel Kaipola, qui était une ancienne papeterie. C'est au milieu des lacs, au milieu de la Finlande, à Jamsa, ou Ramsa, je ne suis pas trop sûr de comment on le dit en finlandais. En tout cas, le grand bâtiment que vous voyez, le grand bâtiment blanc, et puis celui qui part derrière, là, en forme de L, fait 6 hectares, et c'est celui qui a été, du coup, qui est loué par Corsair. Je le rappelle aussi pour les personnes qui découvrent, du coup, ce projet maintenant, l'État finlandais a facilité l'installation de Corsair dans ce centre, parce que déjà, l'opérateur de l'usine de papeterie est parti en Amérique du Sud, et il y a eu 500 emplois dans la région qui ont été supprimés. Donc, il y a eu des aides en fait de l'État pour pouvoir faciliter la réimplantation d'entreprises et aussi des aides financières. Et même une aide qui est quand même assez importante, il faut avoir certaines licences pour opérer une technologie comme celle de la pyrolyse et ça peut prendre jusqu'à 1 an d'obtenir ces permis. Et ici, Corsair les a eus en 1 mois parce qu'évidemment, l'État finlandais a voulu accélérer l'implantation de Corsair. Je vous rappelle dans le dernier module que beaucoup d'États européens ont déjà payé des taxes parce qu'ils étaient en retard sur leurs objectifs européens de recyclage de plastique. Et la Finlande, tout comme la France d'ailleurs, a reçu un avertissement pour dire vous êtes en retard par rapport aux objectifs. Et donc du coup, après cet avertissement officiel de l'Union européenne, évidemment, Juicy n'a pas eu de mal à débloquer les aides et le circuit accéléré pour s'implanter là-bas. Aujourd'hui, dans cette usine, on a cette belle photo qui a été prise par un des membres de notre équipe, Guy, je ne sais pas si tu es là, merci pour ta photo, qui passait en vacances par là, il me semble que c'était en juillet, et du coup qui a pu en fait aller voir directement ce qui se passait. Donc vous voyez les bannières là, de Corsair et du CSR qui avaient été installées début juillet lorsque de nombreux leaders du réseau étaient venus visiter l'usine. Et puis là, on a la première machine qui est en train d'être installée. Donc ça, c'est une photo prise par des gens de notre équipe. C'est quand même top. Et puis cette photo, c'est la photo de la machine complète quand elle était arrivée par container sur ce centre. Et comme on le voit, Lumina le disait tout à l'heure, en fait, il y a plein de technologies autour du réacteur principal qui ressemblent à ça. Et toute cette technologie, elle est faite pour nettoyer les gaz et les produits du processus. Ok, c'est tout, parce qu'il s'agit parfois de donner assez d'informations et pas trop. J'espère qu'aujourd'hui, là, vous avez les idées plus claires autour de la pyrolyse. Faisons un petit récap ensemble. Donc, le récap, c'est que la technologie de la pyrolyse, qui est donc utilisée par Corsair, elle produit une huile qui permet de refaire du plastique d'aussi bonne qualité que si on prenait du pétrole. Donc, ça, c'est vraiment le point essentiel. Deuxièmement, elle est écologique parce qu'elle est auto-alimentée en énergie et qu'on a la certification qui prouve qu'on ne pollue pas l'environnement. Et le positionnement de Corsair, on en avait parlé, revoyons ensemble les grandes lignes. Corsair, ils veulent utiliser la pyrolyse et la faire passer à l'échelle industrielle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces machines qui sont utilisées par des petites localités, par des municipalités, pour en fait recycler un petit peu de plastique localement. La proposition de Corsair, c'est d'utiliser cette technologie qu'ils ont découvert comme étant géniale et pour vraiment la faire passer à l'échelle. Et faire passer à l'échelle, qu'est-ce que ça veut dire? Dans leur vision 2030, j'ai mis plus de 100, mais il me semble que c'était 144 centres de recyclage tout autour du monde. Et ça paraît ambitieux, mais en fait, c'est facilement atteignable parce que installer des machines et les faire tourner, ça demande finalement euh, peu de choses. Il suffit d'avoir un toit, de l'électricité, de l'eau et le permis pour opérer. Donc, ce n'est pas non plus une usine extrêmement avancée pour pouvoir faire marcher cette technologie. Aujourd'hui, il y a 2 centres, donc un en Thaïlande qui recycle et un en Europe, en Finlande. Et puis, ils vont vouloir s'implanter très bientôt aussi au Canada et ensuite ouvrir en Amérique. Donc la conclusion de nos recherches ici, et puis c'est la raison pour laquelle Corsair est une entreprise de génie sur le bon timing, c'est parce qu'en fait, c'est la meilleure solution qui existe aujourd'hui
industriellement. Peut-être qu'avec des enzymes, des bactéries, on peut faire encore plus écologique, mais de façon industrielle, c'est-à-dire qui va nous permettre de recycler beaucoup de plastique. Parce que je vous rappelle, on l'a vu la dernière fois, il y a beaucoup de plastique dans l'environnement et on en produit de plus en plus. Donc il faut une solution industrielle qui peut faire passer des millions de tonnes par mois dans la dynamique, dans la perspective de circulariser tout le secteur du plastique. Et on peut se demander pourquoi, en fait, on ne l'a pas fait avant. Et je l'ai déjà dit plein de fois, mais je vais le redire ici dans cet enregistrement. Cette technologie, elle n'est pas nouvelle. Elle n'a pas été développée ces dernières années. Ça fait longtemps qu'on a découvert qu'on pouvait faire ça. Donc pourquoi on ne l'a pas fait avant, en fait? On ne l'a pas fait avant parce que ce n'était pas obligatoire. Et sur le marché aujourd'hui, ce n'est pas le niveau de conscience des entreprises et des individus qui compte, c'est les sous et les rendements, au détriment de la pollution de l'environnement, on le sait bien. Donc la raison pour laquelle on n'a pas développé cette circularité du plastique et qu'on n'a pas utilisé la pyrolyse de façon industrielle dans le monde, alors qu'on est en 2023 et que ça fait depuis 1950 qu'on fait du plastique, c'est parce qu'en fait, ça coûtait plus cher de circulariser cette économie par rapport à prendre du nouveau pétrole. Et ça aurait pu continuer comme ça s'il n'y avait pas eu la pression des politiques, de l'ONU, de l'Union européenne, les nouvelles amendes qui se mettent en place et une sorte de bouillonnement international sur le sujet du plastique. Donc voilà vraiment pourquoi il y a une question de timing qui est important. Si on avait commencé à faire ce projet il y a 20 ans, bah, en fait, on n'aurait pas eu tant de succès de ça. Alors que là, tout de suite, il y a il y a tous les éléments de contexte qui sont prêts et qui vont porter cette entreprise et donc, du coup, le développement de nos business vers le haut.